Donc voilà, pourquoi on parle, ou on a parlé initialement de printemps arabe? Tout simplement parce qu'on a été confronté quasiment du jour au lendemain à une série de révoltes auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Personne, ni dans le monde politique et encore moins dans le monde académique, n'avait eu l'intuition de ce qui allait se passer, encore moins au moment où cela s'est passé. Et puis, depuis quelques, je dirais, 2-3 ans, on commence beaucoup plus à entendre cette thématique de l'hiver arabe. Alors évidemment, un hiver, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Ça fait référence à la vie qui est bridée. Ça fait référence à davantage la mort, etc. Et finalement, je pense qu'autant on a été un peu vite en besogne en utilisant le terme de printemps arabe, autant on va un peu vite en besogne en parlant d'hiver arabe. Donc non seulement toute révolution est un processus long et hasardeux, mais en plus les sociétés arabes souffrent en plus d'un certain nombre de handicaps qui alourdissent un peu leur propre dynamique, qui viennent entraver leur dynamique interne. C'est des handicaps de type politique, économique, démographique, et puis surtout ces ingérences extérieures que nous aurons l'occasion de revoir par après. Et tout cela aboutit finalement à des situations de désintégration, où j'ai préféré le terme de déliquescence, donc un peu de l'intérieur. C'est comme si vous aviez un chocolat qui vous fond entre les mains et qui se désintègre littéralement. Je commencerai par des régimes qui ont été renversés. C'est les cercles verts, je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, donc 3 cas. Plusieurs cas où on est passé quand même par une guerre civile, où on est encore dans le cas d'une guerre civile. C'est le cas de la Libye, de la Syrie et du Yémen. En orange, nous avons les ébauches de printemps arabe, mais qui n'ont pas pu aller véritablement très loin, parce qu'elles ont été jugulées avec à la fois un mélange de répression et de concession. Alors c'est le cas du Maroc, c'est le cas de l'Algérie, de la Jordanie et dans une certaine mesure aussi de l'Arabie Saoudite et du Sultanat d'Oman. Vous avez quelques pays où les mobilisations ont été presque symboliques, comme en Irak, au Liban, au Soudan. Et puis vous avez le cas de Bahreïn, où la répression a été véritablement sans état d'âme, avec intervention des forces notamment saoudiennes. Et cas très spécifique du Yémen, on a le leader va tomber, le président Saleh va tomber, mais en fait le régime ne change pas. Vous le savez, tout a commencé en Tunisie avec ce jeune diplômé au chômage qui essayait de survivre en étant, en vendant des légumes et des fruits, et donc qui est confronté à l'injustice qu'il subissait, s'immole par le feu. Et c'est la goutte, c'est l'incident qui va mettre véritablement le feu aux poudres. L'ensemble de la Tunisie, s'il vous plaît, slide, l'ensemble de la Tunisie va s'embraser encore. En fait, c'est un événement extrêmement important. Non seulement il va y avoir des manifestations, ces manifestations vont se généraliser dans l'ensemble, ou se propager à l'ensemble de la Tunisie, mais le dictateur va tomber. Quelqu'un qu'on pensait être absolument déboulonnable va tomber. Ben Ali quitte le pouvoir le 14 janvier 2011. Et c'est symboliquement extrêmement important. Pour la première fois dans l'histoire des États arabes, un dictateur est renversé, non pas par un coup d'État, mais par le peuple. En Tunisie et ailleurs dans le monde arabe, la liesse populaire est à son comble. La révolution du jasmin, qui a fait près de 300 morts, 700 blessés, ouvre une page nouvelle dans l'histoire de la région. Et ce qui est absolument impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ça va se propager à d'autres pays.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, une fois le dictateur tombé, on va être confronté à une transition dite démocratique, une période intérimaire dont les débuts vont être chaotiques. Et ce qui est assez particulier dans le cas de la Tunisie, c'est que nous allons assister à des mobilisations de la rue assez sporadiques. Donc les Tunisiens vont continuer à se faire entendre en descendant dans la rue assez régulièrement. Alors la crise va s'aggraver en 2013, notamment à cause d'un certain nombre d'assassinats. Alors, premier assassinat, celui de Chokri Belaïd, et là, nous allons avoir des demandes de quelque chose. Alors, ce quelque chose va se traduire par un simple changement de gouvernement. Nous avons ensuite assassinat d'un deuxième militant, Mohamed Brahimi, en juillet, et là, ça va encore, ça va aggraver la crise. Je passe maintenant très rapidement à la situation égyptienne. L'Égypte est vite contaminée, donc janvier 2011, nous avons l'organisation d'une journée de la colère, donc vous voyez l'ampleur, on est face à des centaines de milliers de personnes, et un cercle manifestation, répression va s'installer, sauf que l'autre indéboulonnable, ou l'autre leader qu'on pensait être indéboulonnable, Hosni Moubarak, va quand même tomber très peu de temps après, quasiment 2 semaines après, le 11 février, en laissant le pouvoir provisoirement aux militaires. Suite, s'il vous plaît. Donc là aussi, la transition va être relativement houleuse. Elle sera marquée par des tensions entre différents acteurs. D'une part l'armée et les insurgés, les tensions communautaires, parce que vous savez qu'on a une immense majorité de sunnites, une petite minorité de coptes, mais également vous avez quelques milliers de chiites qui ont également fait les frais de cette période-là. Mais alors que la révolution s'est faite au nom des libertés, de la dignité, etc., nous voyons durant cette période de transition la persistance des violations des libertés, ainsi qu'un certain nombre d'épisodes violents opposant soit des factions de la société civile, soit les forces de l'ordre à la société. Donc c'est les frères musulmans et le président, dont voilà, représenté notamment par le président Morsi, qui se retrouvent au pouvoir. Et donc, depuis juin 2013, on assiste quand même à un certain nombre d'évolutions qui sont fort préoccupantes. Et plus largement, on est revenu à la case départ. Il est désormais interdit à quiconque de s'exprimer en Égypte contre le pouvoir. Mais la situation est tellement grave, la répression contre les musulmans les frères musulmans a été tellement loin que Human Rights Watch, qui est quand même une ONG fort respectable dans le domaine de la lutte pour les droits de l'homme, a produit en août 2014 un rapport qui pose la question de savoir si le régime nouveau, donc celui qui s'est installé à la faveur du coup d'État de juin 2013, n'est pas véritablement coupable d'un crime contre l'humanité. Et puis aussi, quelque chose qui laisserait croire qu'on est quelque part en train de revenir à la case zéro, c'est que nous avons aujourd'hui une sorte de nouveau pharaon à la tête du pays. Donc c'est le maréchal Sissi qui, en plus, a été récemment élu président. Et bon, tout a été fait pour qu'il le fasse. Et en plus, le Conseil de sécurité va voter une résolution, la résolution 1973, qui va autoriser la communauté internationale à recourir à la force pour appuyer les rebelles. Et finalement, c'est l'OTAN qui va se retrouver dans cette position, donc d'appuyer les rebelles.
Cette mini-guerre civile va durer un petit temps, jusqu'à ce qu'officiellement Kadhafi soit capturé et tué en octobre. Et 2-3 jours après, on a le Conseil national de transition qui va annoncer la libération de la Libye. Alors a priori, encore une fois, on a un changement de régime, on espère que les choses vont se passer au mieux, mais malheureusement, le reste de l'histoire est beaucoup moins positif. Nous avons bien sûr au début mis en place de nouvelles institutions, des élections. Le CNT va remettre le pouvoir à une assemblée constituante, donc qui doit réécrire une constitution qui est élue et qui, curieusement, n'est pas à dominante islamiste mais libérale. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que le rythme des réformes est extrêmement lent. Il est constamment paralysé, il est constamment enrayé par des rivalités nombreuses. Et puis aussi, une des grandes erreurs qu'on peut constater, c'est qu'à aucun moment les milices qui se sont constituées au moment de la rébellion contre Kadhafi n'ont été désarmées. Évidemment, les armes ne sont pas que contenues en Libye. Vous avez cette prolifération à l'échelle régionale, les armes ne font que circuler. De même, les mouvances islamistes circulent, elles ne sont pas arrêtées par des frontières. Les installations pétrolières sont prises en otage par les milices, donc du coup ça affaiblit d'autant le pouvoir central. Et nous allons assister à une multiplication des luttes violentes entre soit des milices rivales, avec des agendas quelque part privés, entre le nouveau régime et les ex-loyalistes de Kadhafi, mais aussi entre tribus, notamment dans le sud du pays. On a une montée en puissance de la déstabilisation, et en 2014, tout va s'aggraver. Vous avez un général, une grande figure de l'ère Kadhafi, qui va prendre les choses en main, ou prétendre prendre les choses en main, en faisant un coup de force véritablement militaire. Il s'agit de Khalifa Haftar, avec son opération Dignité. Et donc, son agenda, c'est de purger les groupes islamistes, purger le pays des groupes islamistes. Alors évidemment, c'est un agenda qui séduit énormément des pays comme la Libye, comme l'Égypte, des pays comme les Émirats arabes unis, mais aussi un certain nombre de pays occidentaux, en tête desquels les États-Unis. Donc ils ont une certaine complaisance par rapport à l'action de Haftar, qui, je vous l'assure, n'est pas beaucoup plus démocrate que certains de ses prédécesseurs. En juillet, la violence va véritablement engloutir la capitale, à Tripoli. Et aujourd'hui, les islamistes non seulement boycottent le gouvernement provisoire qui a été constitué dans la foulée des élections du mois de juin, mais ils ont comme projet de former un gouvernement parallèle, ce qui fait qu'à la désintégration géographique du pays, à la désintégration sécuritaire du pays, on voit aussi de plus en plus poindre une sorte de désintégration institutionnelle. Très rapidement, tout commence aussi en janvier 2011. Encore une fois, on a le fameux cycle manifestation-répression. Le président va tenir le coup pendant un moment, il va s'accrocher au pouvoir, et en fait, la suite s'il vous plaît, vient d'une négociation qui va être parrainée par le Conseil de coopération du Golfe, donc les grands pays pétroliers du Golfe vont négocier et finalement on va aboutir à une sorte de changement de personne sans obtenir véritablement un changement de régime. Pourquoi? Parce que le président Saleh accepte de s'écarter à condition d'avoir l'immunité politique, juridique pour lui et pour l'ensemble de sa famille et de sa clique. Et finalement, c'est son vice-président qui est supposé, au terme de ces accords-là, le remplacer. Donc,
Ce à quoi nous allons assister, c'est également une extension de l'activité d'Al-Qaïda, alors même que les drones américains essaient de la contenir depuis un certain nombre d'années. On va se multiplier ou s'accroître en fait des dynamiques sécessionnistes qui préexistaient auparavant et une montée en puissance des problèmes sécuritaires, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que, et là aussi c'est un de ces éléments qu'on n'avait pas vu venir, la rébellion aussi, qui existait depuis un certain temps déjà, enfin depuis plusieurs décennies même. Donc c'est une rébellion chiite originaire en guillemets du nord du pays, qui va devenir le fer de lance de la contestation à ce régime qui continue à s'incruster au Yémen. Et là encore, donc, je disais, on ne s'y attendait pas du tout. La rébellion chiite, au travers de ces milices Ansarullah, vont pouvoir prendre en septembre dernier, donc le mois dernier, la capitale en recourant aux armes. La deuxième partie qui va s'intéresser davantage, mi-mars 2011, après que le président syrien se soit est affirmé haut et fort que la Syrie était absolument immune, qu'elle échapperait certainement au printemps arabe parce que vous savez, le peuple syrien est beaucoup mieux logé que les autres peuples de la région. Eh bien non, il s'est trompé lourdement, puisque à la mi-mars 2011, avec environ 2 mois de retard, la flamme des printemps arabes va prendre en Syrie et rebelote, même si manifestation, répression. Et cette fois, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres situations, un silence international assez marqué. On s'est très peu penché sur la Syrie au début. Et, comme vous pouvez le voir, quand un an plus tard on commence à s'y pencher, on se rend compte en fait qu'il y a une multiplication exponentielle des violences et du nombre de tués. C'est vraiment, il y a une coïncidence que je ne sais pas expliquer. Je n'ai pas lu d'explication véritablement convaincante là-dessus, mais on voit une convergence entre le moment où la violence va complètement déraper et le moment où la communauté internationale va commencer à s'intéresser d'un peu plus près à la situation. On peut se poser la question de savoir si ce n'est pas simplement l'afflux d'armes ou l'afflux d'argent, etc. Suite, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, je suis à la situation antérieure à l'État islamique. Ce qu'on pouvait y voir déjà, donc là on est grosso modo en 2013, vous avez une frontière qui est extrêmement poreuse avec des gens qui peuvent débarquer quasiment de partout. Vous avez aujourd'hui plus de 3 millions de personnes qui sont officiellement réfugiées dans des pays limitrophes, plus d'1 million en Turquie, plus de 200 000 en Irak, plus d'1 million 100 000 au Liban. Rappelons-nous que le Liban a tout cassé ses 5 millions d'habitants, ce qui est extrêmement lourd. La Jordanie, qui ne pèse pas beaucoup plus lourd démographiquement, en accueille environ un peu plus de 600 000. En Égypte, un peu plus d'une centaine de milliers.